Mon nom est Julia Eilers-Smith et je suis la conservatrice de recherche Max Stern ici à la Galerie Léonard Ribina-Hélène. Welcome everyone to the Leonard and Bina Ellen Gallery and to the presentations and conversation between Emmanuel Duret, Jennifer Carter, and Maria Juliana Angarita. My name is Julia Eilers-Smith and I'm the Max Stern Curator of Research here. So, avant de commencer, j'aimerais reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone non cédé et que la nation Kanien'kehá:ka est gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous continuons d'entretenir des relations avec les divers peuples autochtones et autres groupes qui résident à Tiohtià:ke, Montréal. Before starting, I would like to acknowledge that Concordia University is located on unceded indigenous lands. The Kanien'kehá:ka Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with indigenous and other peoples within the Montreal community. Alors, l'événement de ce soir accompagne l'installation photo d'Emmanuel Duret dans le Cube Sightings du pavillon Hall, que je vous invite à aller voir à la fin de la conversation de l'autre côté du boulevard Maisonneuve. Donc, c'est ouvert de 7 h le matin à 11 h le soir et vous pouvez y accéder soit en traversant la rue ou par le tunnel juste à votre droite en sortant de la galerie. La conversation va porter sur les stratégies muséographiques dans les lieux de mémoire qui sont marqués par la violence. Chacune des participantes va faire une courte présentation sur leur recherche et ce sera suivi d'une discussion et d'une période de questions. Le tout va se dérouler, comme je le fais, en français et en anglais. Tonight's event is presented in conjunction with Emmanuel Duret's photo installation in the Sightings Cube of the Hall Building, which I invite you to go see at the end of the conversation on the other side of the Boulevard Maisonneuve. The presentations and conversation will be in French and in English and will focus on museographic strategies in memorial sites marked by violence. Each will present their research and will then have a conversation followed by a Q&A. Alors avant de leur passer la parole, je vous présente les trois participantes. I will introduce the three participants. Emmanuel Duret a effectué des résidences de recherche et participé à des expositions collectives, notamment à Vue Photo, Avatar et Axe Néo 7. Elle termine actuellement une maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Par une approche à la fois interdisciplinaire et conceptuelle, elle explore les limites et les liens entre texte, images, espace, mémoire et histoire, tout en créant un dialogue avec le média photographique afin d'en faire émerger des réflexions historiographiques. Ces projets en cours abordent les sujets des lieux de mémoire, du tourisme noir, de la transmission intergénérationnelle et de l'histoire écrite et orale. Maria Juliana Angarita est chercheuse doctorante en muséologie, médiation et patrimoine à l'Université du Québec à Montréal, boursière de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau et récipiendaire d'une bourse doctorale des Fonds de recherche du Québec. Elle s'intéresse au processus de patrimonialisation d'en bas au sein des communautés victimes du conflit armé interne colombien. Et pour terminer, Jennifer Carter is Associate Professor in the Department of Art History and Interfaculty Graduate Museology programs at UQAM, where she recently completed a 5-year term as Director of the Museology programs. Jennifer's research investigates the global phenomenon of human rights museology and considers how historical and social justice are negotiated curatorially and pedagogically in cultural institutions dedicated to human rights in different geopolitical contexts around the world. So welcome everyone, and I hope you enjoy this conversation. Thank you very much.
partie des photographies qui composent le projet Sightings 33 sont issues d'une visite effectuée sur le site du mémorial du camp de concentration de Dachau en Allemagne à l'automne 2019. Le camp de Dachau est construit sur l'emplacement d'une ancienne manufacture de poudre et munitions datant de la Première Guerre mondiale et ouvre ses portes en mars 1933, peu de temps après l'arrivée du Parti national-socialiste au pouvoir. L'emplacement du camp est situé stratégiquement à environ 7 km de Munich, ville très active politiquement durant la période d'ascension du pouvoir du parti nazi. Souvent qualifié d'école de la violence, Dachau sera un prototype qui servira aux autres camps de concentration qui ouvriront par la suite et restera opérationnel durant les 12 années d'existence du Troisième Reich. Le camp sera libéré par 2 divisions de l'armée américaine à la fin du mois d'avril 1945, donnant à voir ce que l'on qualifie encore aujourd'hui d'innommable et ce dont bien des civils prétendaient ignorer l'existence. Je pense à Samuel Fuller dans le film de Emil Weiss et à la libération du sous-camp Falkenau, d'où l'on pouvait voir à moins de 100 mètres les habitations des civils. Cette dissonance est souvent caractéristique de beaucoup d'anciens sites de camps de concentration, Falkenau en étant un exemple plutôt frappant. Aujourd'hui, à Dachau, vous pouvez prendre le bus 726 en direction du mémorial ou bien suivre à la marche le chemin de la mémoire qui ponctue de panneaux informatifs le trajet de la gare jusqu'au mémorial du camp. La présence du camp et de son histoire fait ainsi partie de l'expérience urbaine et du quotidien des civils qui résident à Dachau. Conciliation qui demeure encore difficile et qui dut être négociée au fil des décennies. Le camp de concentration est aujourd'hui un lieu commémoratif, éducatif et touristique, attirant des centaines de milliers de visiteurs par année. Il constitue le lieu même des événements historiques sur lesquels il entend sensibiliser et éduquer le public. Plusieurs entités temporellement distinctes dialoguent ainsi par la muséification du lieu. Le camp de concentration, actif de 1933 à 1945, en tant que structure biopolitique de production, domination et destruction, et le camp devenu un mémorial destiné au devoir de mémoire, d'abord improvisé par des libérateurs et survivants dès 1945, puis pris en charge par le gouvernement de Bavière de 1965 à aujourd'hui. Lors de ma visite en 2019, j'effectue au courant de la même semaine plusieurs visites du mémorial, braconnant comme tout autre visiteur sur la place d'Appel, autour des reconstructions de baraques, du monument mémorial aux Juifs, le site des 2 crématoires, etc. Je visite l'exposition permanente du musée en tentant de répondre à la tâche titanesque d'assimiler toutes les informations historiques mises à disposition du visiteur. Je me rends aux archives du mémorial pour y consulter des photographies de l'exposition provisoire datant 1965 qui se trouvait à l'époque dans le crématoire, ainsi que des témoignages de survivants français du sous-camp de Dachau nommé Halak. J'étais à ce moment intéressée par 2 types de transmissions, celle par le design et l'architecture et celle par le témoignage et l'histoire orale. Lors de ces visites, j'effectue des photographies du site et de l'exposition avec une caméra analogique 35 mm, seul appareil que j'avais choisi d'apporter avec moi, mis à part mon téléphone portable. Lors de la conceptualisation du projet proposé pour Sightings, je suis retournée à ces photographies sur pellicule et me suis arrêtée sur une série de prises de vue d'un élément architectural du camp. La porte du Jurhaus, arborant l'inscription Arbeit macht frei, le travail rend libre. Maxime, qui fut intégré dans nombre d'autres camps, Auschwitz,
Sachsenhausen, Theresienstadt, Grashausen, etc. Le Juras est le bâtiment situé à l'entrée du camp. Juras est un terme militaire provenant du mot français jour et allemand Haus, maison, et fut construit par les détenus en 1936. La porte originale fut créée par le prisonnier communiste Karl Roeder. La porte est aujourd'hui un symbole incontournable de la politique visuelle du camp de Dachau et un célèbre exemple du cynisme et de la dérision faisant partie du processus de déshumanisation des prisonniers, le travail n'étant pas un gage de liberté, mais plutôt un autre moyen d'extermination. Un autre exemple de ce cynisme est toujours visible dans la salle de dépouillement, maintenant une salle de l'exposition permanente. L'inscription en gros caractères « Rauchen verboten » interdiction de fumer ridiculisait les déportés ayant survécu à un trajet interminable, sans eau ni nourriture, dans un wagon à bestiaux, entassé avec des centaines, voire des milliers d'autres personnes. Difficile de croire que ces nouvelles détenus se sentiraient assez décontractés une fois arrivés dans la salle de confiscation pour fumer une cigarette, tout en se faisant dépouiller de leurs biens, vêtements, cheveux et identité. Symbole funeste et de transition, la porte du Juras, par laquelle circulent les visiteurs pour entrer ou sortir du camp, est aujourd'hui une réplique de la porte originale. La réplique fut installée à des fins de conservation en 2015, à la suite du vol de la porte originale en 2014. Celle-ci fut retrouvée à l'abandon, en Norvège, et rapatriée en 2016. Elle se trouve maintenant sous vitrine, à la toute fin de l'exposition permanente du mémorial, juste avant la salle commémorative. Devant la réplique s'amassent les visiteurs qui tentent tour à tour de prendre un cliché de celle-ci du meilleur angle possible. J'ai moi-même produit des images de la situation du camp exposé, d'une réplique devenue objet de fascination, d'une poignée de visiteurs, caméras et téléphones portables à la main, qui, en tentant de capter cette entrée qui a vu disparaître des milliers de déportés, ont aussi capté ce que des milliers de visiteurs avant eux ont photographié. Le travail de la mémoire se confronte ici au déplacement ontologique issu, d'une part, de la présence de la réplique et d'autre part, de la prise d'image par tout un chacun. En devenant à la fois post-témoin et consommateur de l'histoire, de quoi témoignons-nous dans un contexte de violence historique transformé par des impératifs muséologiques et touristiques? Dans un tel contexte, la photographie peut-elle nous inciter à interroger et activer les liens éthiques et empathiques nécessaires au travail de mémoire, à faire de nous des témoins éthiques? Si certains semblent désapprouver du regard la prise d'image par les visiteurs, d'autres se dédient sans embarras à l'activité. Certaines installations et artefacts du camp semblent incontournables, multipliant de ce fait la prise d'image par les photographes amateurs ou aguerris. D'autres lieux incitent à la discrétion et placent les photographes sous des regards sévères. Lors de ma visite du crématoire, j'enchaîne 2 ou 3 clichés en direction de 4 visiteurs prenant des photos près du portique de la chambre à gaz. Une femme me jette un regard désapprobateur. Les bruits mécaniques que ma caméra vient d'enchaîner, ouverture, fermeture du rideau, crinquage du film, produit un écho qui marque d'emblée le geste de la prise d'image, à l'opposé du silence de l'écran tactile des téléphones portables. La contingence de ma démarche en appellera peut-être au cliché. Étant allé en Allemagne avec une caméra à film, un média de prédilection, souvent qualifié de désuet, limitation des prises de vue, perte de définition de l'image, aléas de l'exposition et du développement chimique, sans parler du noir et blanc, si iconique du répertoire photographique des camps, je me plaçais
dans une posture à la fois observationnelle et aussi, en quelque sorte, performative, mais servant de cet outil analogique qui fut utilisé autant du point de vue des bourreaux, des alliés, et par de rares occasions, de manière clandestine, par les détenus eux-mêmes. Pour reprendre les mots de Olga Wamser-Migaud, ces mêmes alliés eurent-ils été loin de se douter, lorsque ceux-ci ouvrirent les portes du rite de passage traumatique dans lequel ils s'étaient engagés et duquel les déportés commenceraient à émerger. La caméra en question, c'est mon père qui me l'a offerte il y a plus d'une dizaine d'années. C'est avec cet outil que j'ai appris les bases de la prise de photos analogiques. L'utilisation de cette caméra activait pour moi un rapport intime à la prise d'images dans ce contexte, tout en plaçant mon geste sous différents registres d'interprétation affective, à la fois journalistique, documentaire, amateur ou même intergénérationnel. Le Cube Sightings est une plateforme alternative et expérimentale qui a été inaugurée en 2012 par la galerie Léonard et Bina Hélène afin d'interroger les possibilités et limites du cube blanc moderniste. Dans le contexte de Sightings, j'ai sélectionné 3 images de la porte du Jurhaus, issue de mon séjour de repérage à Dachau, ainsi qu'une photographie d'archives d'un photographe inconnu prise le 3 mai 1945. Les 4 images représentent respectivement différents points de vue de la porte du Jurhaus. 2 points de vue rapprochés, où l'on peut observer les visiteurs devant la porte, une vue de la porte originale, exposée à l'intérieur de sa vitrine, et une vue éloignée du Jurhaus, dans lequel nous perdons de vue la porte et percevons, attroupés devant celle-ci, des survivants et soldats américains. Ces images sont à la fois une fenêtre sur le contexte historique, touristique et muséal entourant la porte et sa réplique. Le design de l'installation s'inspire directement du type d'accrochage à câblage d'acier utilisé dans certaines salles de l'exposition permanente du mémorial. Un type d'accrochage également utilisé dans le domaine commercial. Dans l'évolution du design de l'exposition du mémorial, on observe une persistance d'un design moderniste, tardif et fonctionnaliste, typique de beaucoup d'autres displays d'exposition de mémoriaux. Lors de la conceptualisation du projet, j'ai d'abord voulu établir un dialogue entre le cube en tant que vitrine et la vitrine dans laquelle la porte originale est exposée. J'ai voulu télescoper cette situation du camp exposé par le geste photographique de tout un chacun, tout en renvoyant au redoublement de la porte dans sa propre vitrine. Le projet est un espace de jeu entre intérieur, extérieur, entre accessible et inaccessible, entre le fait de regarder et de prendre conscience de notre propre regard. Les 4 photographies sont retournées vers l'intérieur du cube, nous tournant ainsi le dos. Les versos noirs des panneaux d'aluminium sont à proximité des vitrines, s'offrant comme des images vides ou pleines, des quadrilatères noirs. L'installation incite le regardeur à se déplacer de part et d'autre des images, à circuler autour du cube afin de pouvoir capter le dialogue intérieur que les images et l'index de date au sol entretiennent entre eux. 1936, 1945, 2021,
1936, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021. Si le projet tente de rejouer l'esthétique du design d'exposition du mémorial, il défie de sa tâche fonctionnaliste pour se manifester sous la forme d'une installation métaphorique et fragmentaire. Écho à l'expérience du camp, aujourd'hui inaccessible, et à l'expérience du mémorial, troublée par le va-et-vient des visiteurs en quête d'authenticité. Je voudrais remercier Raoul Duret, mon grand-père, survivant du camp de concentration de Dachau et du sous-camp Halak, mon père Edmond Duret, les amis, artistes et précieux collaborateurs Christophe Barbeau, Vincent Bonin, Pavel Pavlov, Feu David Thomas, Julia Heller-Smith, Michel Thériault, Hugues Dugas, Anne-Renée Hoth, Martin Schopp, Joyce Juma, Albert Noll et André Scharf du Mémorial de Dachau, les archives du Musée de l'Holocauste à Washington, ainsi que la galerie Léonard et Binaïlen. Je vais laisser la parole à Maria Juliana. Bonsoir. Merci Emmanuel de l'invitation à la galerie, à toute l'équipe de la galerie, à organiser cette discussion en personne. C'est très intéressant de voir le monde encore une fois ensemble pour parler des choses qu'on a fait toute seule pendant les dernières années. Donc, je viens, au moment de recevoir l'invitation d'Emmanuel, je me suis informée du projet de Sightings de la galerie et la programmation pour cette année sous la thématique de fiction, qui cherche un peu à démystifier les fictions autour des lieux de mémoire, autour des monuments, une thématique qui est très en vigueur et qui on la trouve dans les journaux, etc. Donc, en pensant à ma recherche, je voulais parler de deux concepts avec un exemple de la Colombie que je trouve pourrait vraiment nourrir notre discussion. Donc, les concepts, c'est le patrimoine d'en bas et le patrimoine contre-hégémonique. Mais pour vous contextualiser un peu la thématique, moi, je fais la recherche sur les pratiques de commémoration des victimes du conflit armé colombien, du conflit interne. Et je m'intéresse surtout à voir comment les initiatives communautaires qui, à un moment donné, sont commémoratives, deviennent patrimoine. Comment, pourquoi, et comment tout ça se joue dans les contextes de justice transitionnelle. On pense à la justice transitionnelle, on pense à des musées officiels, des grands musées, mais moi, je m'intéresse à des petits musées créés par les victimes du conflit colombien. Donc, qu'est-ce que le patrimoine? Donc, la présentation se divise en deux concepts, exemples et une petite conclusion. Donc, qu'est-ce que le patrimoine d'en bas? Pour comprendre c'est quoi le patrimoine d'en bas, c'est une perspective théorique, mais c'est aussi une pratique, une façon de reproduire le patrimoine. Il faut tout d'abord se situer dans les études critiques du patrimoine, qui nous parlent du patrimoine comme un discours, comme une construction sociale.
d'habitude, on pense au patrimoine, on pense à des bâtiments, des monuments, des choses ça va de soi, qui sont patrimoniales, mais en fait, ce sont des constructions sociales. Ça vient avec des récits qu'on construit ensemble qui expliquent ce que nous étions, nous sommes et nous allons être ou nous voulons être comme collectivité. Donc, on trouve des discours autorisés. Les théoriciens ont arrivé à ce concept de discours du patrimoine, sur le patrimoine autorisé. Donc, c'est le discours des experts, des grandes institutions comme l'UNESCO qui nous disent « voici, c'est ça, patrimoine ». Et donc, le patrimoine d'en bas cherche justement à compléter un peu l'image, parce que si le patrimoine est un discours, il y a des discours hégémoniques, mais il y a aussi des discours subalternes. Et donc, c'est là où la perspective du patrimoine d'en bas émerge. Donc, c'est un levier d'expression, d'héritage et d'identité marginalisé par les discours autorisés sur le patrimoine. Donc, ça vient de ma revue de la littérature que je suis en train de finir. Donc, il y a une classification pour étudier ça. J'ai trouvé intéressant une des choses auxquelles les chercheurs s'intéressent, c'est les patrimoines non officiels. Ça, c'est une façon de voir le patrimoine d'en bas, mais aussi les expériences patrimoniales sur le terrain. Donc, c'est les choses qui passent dans les lieux de patrimoine, mais qui sont plus de la sorte de l'affect et de la performativité. Donc, je trouvais que ça pourrait bien rentrer dans ton sujet. Et une troisième façon de penser à ça, c'est le patrimoine comme pratique vraiment politisée, contre-hégémonique et subalterne. Et moi, je m'intéresse à cette dernière façon de comprendre le patrimoine d'en bas. On observe que les populations opprimées, marginalisées, sont de plus en plus enclins à utiliser, interpréter, réinterpréter les pratiques de patrimoine, comme les expositions, même les interventions, et la médiation pour manifester ce désir d'autodétermination vis-à-vis de leur identité à travers les patrimoines. Donc, ces discours on pourrait les appeler subversifs parce qu'ils vont vraiment questionner des valeurs dominantes et ils cherchent à négocier du changement des structures sociales et des relations de pouvoir existantes. Donc, c'est ça la partie contre-hégémonique de ces discours et de ces pratiques que l'on observe maintenant. Donc, je vais parler maintenant de l'exemple de la Colombie. Vous êtes peut-être au courant, mais ça fait 60 ans qu'on est dans un conflit armé interne. Donc, au fur des années, les gens se sont organisés, se sont mobilisés pour commémorer. Et il y a vraiment une mouvance et une effervescence autour des mémorialisations communautaires et qu'on pourrait qualifier d'activisme commémoratif. Donc, en Colombie, il y a plusieurs groupes de victimes qui se sont organisés pour commémorer, pour créer leur musée, faire leur commémoration, jardin communautaire, petits musées au milieu de la jungle, et des champs. Ils ont fait un grand éventail d'initiatives. Et donc là, j'observe qu'il y a effectivement un désir de créer quelque chose au-delà de la commémoration, créer du patrimoine. Et pourquoi? En fait, c'est parce qu'on observe qu'on ne parle pas seulement de ce qui s'est passé, qui est tragique, mais on parle aussi des formes de vie qui ont été menacées par la violence. Et là, on essaye de revitaliser la culture, les façons de vivre dans les endroits qui ont été plus affectés par les conflits. Et c'est justement les conflits qui a affecté beaucoup plus les gens marginalisés en Colombie. Donc, les populations rurales, les peuples autochtones, les communautés afro-colombiennes, même les gens marginalisés politiquement dans les grandes villes. Donc, c'est vraiment là où on voit un point de contact entre ce désir de commémorer, mais aussi de revendiquer ce qui voulait être effacé par les violentes. Mais là, donc, il y a des éléments de ce sort de revitalisation des patrimoines subalternes locaux, des cultures, etc., des savoirs ancestrales de vivre ensemble, c'est très, très présent dans ces discours. Et il y a un élément que je trouve vraiment beau, en fait, c'est qu'on veut garder la vie, plus que la trace de la violence et les objets qui parlent de l'action des violentes.
Il veut vraiment garder en vie les connexions, les relations entre les personnes qui ont été affectées. Et donc là, j'aimerais vous parler de cet exemple d'un musée que les habitants de cette région de Montes de Maria, au nord-ouest, dans la région caribéenne, appellent El Mochuelo. C'est un musée itinérant de mémoire et d'identité de la région de Montes de Maria. Les mochuelos, c'est un oiseau de la région qui est très, très connu. Et donc, ils surnomment ce musée El Mochuelo parce qu'en fait, c'est itinérant et il vole et il atterrit dans les différents villages. Donc, c'est vraiment une façon de construire et de garder ensemble, de récupérer l'espace public qui a été monopolisé par les groupes armés à travers ces façons de commémoration qui est... donc, c'est itinérant. Donc, on la construit, on la démonte, mais c'est vraiment les gens qui la maintiennent en vie. Et cet pavillon itinérant vient avec un groupe de médiateurs qui se nomment les Mochuelos Cantores, comme les oiseaux qui chantent. Et c'est vraiment des jeunes qui sont responsables d'aller récolter les témoignages, de mobiliser les gens pour construire, pour continuer à créer le patrimoine. Donc, ce n'est pas une question de montrer une histoire, voici le début de la violence, voici la fin de la violence, et c'est ça qui s'est passé. C'est une construction en continu pour interpréter et maintenir vivants les liens. C'est ça qui est important. Et donc, ici, on les nomme les patrimoines bioculturels, mais c'est vraiment non seulement de maintenir la relation avec la terre, entre les gens, mais c'est toute la symbiose et l'écosystème qui donne du sens à ces communautés. Ici, on voit l'équipe du musée. En fait, il y a plusieurs détails, mais c'est les membres, les gens qui ont créé le musée, c'est les membres d'un collectif de communication autogéré. Donc là, on voit que le musée et la commémoration est une excuse pour d'autres, beaucoup plus larges mouvements sociaux qui se déroulent dans le territoire. Et cette région en particulier est vraiment, on trouve l'héritage des grands mouvements sociaux et paysans dans les années 70. Donc le musée va aller chercher, va honorer ces grands leaders sociaux paysans. Et à travers la création de, par exemple, on voit ici les drapeaux, c'est juste une excuse. Ils ont créé un drapeau pour raconter justement non seulement la violence, le territoire, mais le travail d'organisation communautaire. Donc c'est très important pour la communauté. Donc voilà, on voit que c'est une plateforme commémorative. Oui, c'est un mémorial, mais ça va au-delà. C'est une plateforme commémorative et vivante et qui est vraiment tout le temps en transformation. Donc quand on pense aux lieux de mémoire, on pense toujours à des endroits qui sont un peu détenus dans le temps parce qu'on veut les garder. On veut vraiment garder la mémoire. Il y a un projet même démocratique de réparation symbolique envers les victimes. Mais je me demande si on peut penser aussi au patrimoine d'atrocités autorisées. Il faut questionner aussi ces formules qui sont standardisées, qui sont déjà prises par acquis, et vraiment questionner. Est-ce que cette structure, ces façons de commémorer vont vraiment, par exemple, remettre en question les violences structurelles qui sont vraiment à la base des atrocités contemporaines? Donc c'est ça, le patrimoine d'en bas nous permet de penser à garder la vie qui est maintenant, qui est affectée aux groupes qui sont isolés, marginalisés par les grands discours des grands monuments. Et donc, je trouvais qu'il y avait des discussions entamées à propos de ces concepts et de voir aussi comment les patrimoines se jouent dans les petites choses, dans les grandes choses. Et moi, je trouvais que tu avais quand même jeté l'œil sur cette partie de comment les gens approchent ces grands monuments, mais chacun, on peut le faire
à sa manière. Donc, le patrimoine d'Ava et tout ça, et peut-être plus. Mais voilà, je voulais parler de ça ce soir, parler de la Colombie et vraiment faire honneur à ces gens-là qui sont aujourd'hui, qui font patrimoine, mais qui en même temps cherchent à protéger la vie. Donc, voilà. Thank you. C'est la danse. Okay, let's see. With timing, presenter. Yeah. Okay. Hi, everyone. It's so nice, as you said, Maria Juliana, to be in présentiel for the first time in so long. I wanted to thank you, Emmanuel, for including me in this discussion this evening, and also Julia and Michelle for the support, and gallery colleagues for the support for this evening. By way of introduction, I'd like to say a few words about my own research, my own field of research, which considers the emergence of a new museological genre, the Human Rights Museum, in its global context. So we're doing the opposite of what you so sensitively did and so beautifully did in terms of an effet entonnoir, because what I'm going to try to do this evening is, which you both did actually, present a comparative view of different museographical strategies within human rights museums, which are often hybrid memorial human rights museums, to demonstrate different aims and different relationships with concepts of justice. And I want to acknowledge both the extreme privilege and the particular challenges of engaging in this line of research. Privilege, first of all, because I've been so deeply humbled by the courage I've encountered in many of the people that have been associated with these museums, either in their capacity as survivors of some of the worst human atrocities and violations of fundamental human rights imaginable, or in their commitment as museum professionals dedicated to making the stories of these human rights violations known. And challenges because museums are not only social and cultural institutions, they're also deeply embedded in political landscapes whose influence can be felt on museological processes to a lesser and more often to a greater degree. And what we've seen at the Canadian Museum for Human Rights, for example, in Winnipeg is a perfect example. But effectively, we've witnessed since the turn of the third millennium the emergence of a growing number of newly inaugurated or developing museums in multiple countries on several continents, in Taiwan, in Canada, in Belgium, in Paraguay, Chile, Japan, South Korea, Banda Aceh. At one point I was hoping to visit them all, but ran out of funding money. But that have taken up issues of human rights and social justice as the core of their institutional mission. And many of these are self-identified human rights museums. They put the term human rights in their titles. And they've developed in a range, interestingly, a range of political situations, from post-dictatorial and post-Holocaust context to, within Canada, a liberal democratic society. But positioned at the nexus of human rights and historical memory, this rise of human rights museums has also intersected with concepts of transitional justice, which you mentioned, Maria Juliana, and activism, memory activism. You used the term commemorative activism.
within these institutions, leading to new forms of museological work for engaging productively with what may still be non-consensual histories and with what are most certainly highly sensitive memories of the past. And so this new generation of museums can well be considered monuments to those who have defended human rights principles and participated in social and political struggles of the past. However, the reverse side of the monument is the dark side of history. And the stories that these museums tell require an ethics of care and the freedom to be expressed in their integral form. So what we do and what we say curatorially matters deeply, and this work must drive us to continue to uncover truths, to confront violations, and to work to bring historical justice and individual healing within contexts that may still well be unresolved. So to this end, what I'd like to do is briefly trace 4 paradigms in the contemporary curation of these museums that propose different forms of engagement. And I will argue that the coexistence of these diverse modes of engagement and display arising from and in different geopolitical contexts around the globe has been necessary to support the different and sometimes multiple aims of these institutions located as they are at the conjuncture of societal demands for public acknowledgement of fundamental human rights violations committed and that some form of historical justice be achieved. The first example that I'd like to share with you, and please forgive my terrible Spanish accent, the Museo de las Memorias de Derechos Humanos y Dictadura de Paraguay, is located in the national capital of the small landlocked country of Paraguay in the southern cone of South America. And it's, as you can see on the screen, a modest-sized memorial museum dedicated to addressing General Alfredo Stroessner's dictatorial regime. Stroessner served as president of Paraguay from 54 to 89, and as far as I know, this is the longest dictatorship in South America. So the museum is located in a former Bureau of Intelligence that doubled as a detention site and is run by a private foundation, the Fundación Celestina Pérez de Almada. And what's important to know about Paraguay is that it had a Truth and Justice Commission that was held between 2004 and 2008. Truth and justice and not truth and reconciliation. So the distinction, the important distinction there being just accessing the facts, just getting the truth is a matter of justice in this country and also in the museums that are there. And the Commission's mandate was to provide a historical record of abusive practices during the Stroessner dictatorship, and the Commission would ultimately recommend a number of cases for formal prosecution. However, Stroessner himself was never brought to trial despite efforts to do so. He died in exile in Brazil in 2006. La Técnica, by which this museum is also known, refers to the name of the building occupied by the intelligence service of the military regime for almost 50 years. And it was the site of torture and repression of political prisoners and opponents of Stroessner's regime. But it was converted into a private and really community-minded museum post-millennial. And in this instance, the authenticity of the site and the evocative display of objects in reconstructed spaces, such as, for example, an officer's bureau, a reconstructed torture cell. Let me just, I think I have them in the wrong order. Yeah, officer's bureau, and then a reconstructed torture cell. I want to come back here. Are important elements for recounting the history of the regime. And in this way, this site relies on notions of affect and affective identification with the locale to evoke the horror of the narrative that it conveys. But what struck me more upon visiting the museum in 2014 was its strong connection to community and to a history of social protest movements, both in content and in form. The spaces convey a sense of the ongoing engagement in human rights struggles and social protest movements, some of which you described just a few minutes ago, Maria Juliana, that have a long-standing tradition and history in Latin America. Architecturally and museographically,
this museum does not communicate a shiny, expansive display of nationally conceived narratives, some of the narratives you were referring to earlier about the past. It is a working space for the continual safeguarding of human rights. And so this museum orients its work around notions of social and societal healing and reparation, carrying forward the national project of the commission, the Truth and Justice Commission, that fell short itself of seeking reconciliation in its mandate. The Museo observes a calendar of conferences and gatherings. Let me show you an example within its auditorium. It also takes up the subject of contemporary Indigenous issues and social protests. So it has both a backward-looking and also or past orientation, but also a forward-looking approach to its work. In addition to working closely with different members of the community as a first level of reconciliation, according to the director of this institution. And what's equally interesting about this museum is that it's one of two in a very small city, the capital of Paraguay, Asunción, dedicated to human rights. And if the first example that I've just shown you enables visitors to reconstruct the history of Paraguay's recent past through a largely thematic trajectory that ultimately leads to a reconstruction of torture cells and the role of affect in this. As a counterpart, this particular museum, the Museum of Justice, focuses on the evidentiary role of documents held at the national courts. These are the Archives of Terror. And there's an interesting link between these two museums because in fact, the very person who was responsible for locating the Archives of Terror, which is a 5-ton is a 5-ton mass of documents recording police brutality, atrocities, the Condor movement, all of the atrocities of Stroessner's regime. The very person who was responsible for finding those documents because he was looking for the dossier that the police leveled against him, Martin Almada, it is his wife that runs the first museum that I showed you. However, these documents are held in the second museum, which is, for all intents and purposes, an archive. And so that is the point of this second example, even though we call it, or it's referred to as the Museum of Justice and also the Center of Documentation and Archives for the Defense of Human Rights. It has, in a first instance, a very modest and traditional exhibition space that trace human rights violations from the arrival of the Spanish and many violations perpetuated against local indigenous communities, notably the Guarani, in a very traditional way. However, the true heart of this museum, despite its nomenclature, is in the archive and the Archives of Terror. And the importance here in this museum that I find so interesting is that it shifts the type of approach that somebody has to this museum to the agency of the individual who has come to use these documents. And so the documents enable one to reconstruct the past. They enable individuals who themselves may have been political prisoners at the time of the dictatorship to reconstruct this past. And so this is a very different approach for a museum from the analogical example that we looked at just a moment ago. What you have on the screen, and it's really a fascinating story, is in the discovery of these archives, a human chain was made. They were discovered in a police office outside of Asunción, outside of the capital city, and a human chain was made to ensure that these documents were removed safely and ultimately transferred to the courthouse where they are today. The third example that I want to give is also documentation is an important element of the Museum of Memory and Human Rights in Santiago in Chile, which was inaugurated
in 2010. So you can see these are all very recent examples of museums. However, it's the aesthetic element that I want to underline in the work of this museum, both architecturally and in the role that art plays. So I'm going to show you two examples. Here, as you can see on the screen, it's a modernist building. We're not talking about a historical site where this museum has been built and that kind of attachment, but rather a museum quarter and a contemporary architecture that nevertheless metaphorically communicates a recuperation of democracy through transparency. You can see the extensive use of glass and also Chile's national resource, copper, on the exterior of this building. And this it was a very deliberate choice. I'm just showing you ever so quickly. There was an international architectural competition and many different designs were proposed. So you can see the importance that and the thinking that went into the choice of the actual design. Visiting this museum is both performative. You're looking at a view of the exterior plaza where people have a performative relationship with the 30 articles of the UN Declaration of Human Rights. There are also examples artistically arrayed of the different TRCs that have occurred around the world. But the piece that I'd like to show you, beyond the museum quite literally being built on foundations of a documentation center, is an artwork by the artist Alfredo Yar. And if you look at the interior of the museum, which is designed in a very modernist way, very sleek, this work by Alfredo Yar is the complete antithesis. It's located on the exterior of the museum, out in the plaza. You don't ascend, you descend into it. And you descend into ultimately into a space where you can see you're held in darkness for 60 seconds, but as a visitor, you don't know how long that's going to be. It can be very oppressive. You have no idea who you're in there with. And when lights do come on, what you see is a background of profiles. And as somebody experiencing this immersive artwork, you may wonder, well, are these the profiles of victims of Pinochet's dictatorship, which is what this museum is dedicated to? But in fact, Yar decided to reinsert the story of victims and those disappeared in the dictatorship into a collective and living history in the population of Chile. So these profiles are both people who disappeared during the dictatorship, but also who are living members of contemporary Chilean society. Do I have time for one last example ever so quickly? The last example, so beyond, it is both artistic but also metaphoric, is of another Latin American example, the Museum of Memory in Bogota in Colombia. This is a rendering of a museum that doesn't yet exist. When I talked about political challenges, this is a perfect example, but it is a museum, a national museum, very different from the examples that Maria Juliana was demonstrating, that is meant to address the 60-year armed conflict in Colombia. And what is interesting about this museum, although it doesn't exist in bricks and mortar yet, an inaugural exhibition was created to demonstrate some of the work that's been done extensively with communities throughout Colombia. And it is the metaphorical trajectory that I wanted to raise here as an approach to addressing the past that is so innovative, because rather than trying to adopt a chronological or a thematic parcours for the exhibition, a metaphorical approach that borrows from the ideas of water, bodies, and earth. What occurs to water in war? What occurs to bodies in war? What occurs to earth in war? And vice versa. What does war do to water? What does war do to bodies? What does war do to earth? These are the questions that animated the way this exhibition unfolded, and it became just not only the exhibition itself, which was ephemeral and itinerant, but also the kind of reaction of people who contributed to this exhibition through their work. Many of the community groups that Maria Juliana is studying that had a part in research conducted by members of the museum were present at the unveiling of this exhibition and partook in spontaneous discussions and dialogue, which is exactly what
are the best hopes for museums. So without wanting to conclude, because we are going to have a discussion, I just wanted to recall a quote by Ricoeur that I think helps to understand the work of these museums. That the duty of memory, he wrote, is the duty to do justice through memories to an other than the self. And what these different examples of museographies demonstrate are different relationships to conceptions of justice, serving different needs in different communities in the examples shown. Thank you. Donc, merci Jennifer et Maria Juliana pour ces présentations. Je crois que si le public aurait déjà des interventions ou des questions ou l'envie d'interagir, on pourrait déjà commencer la discussion avec vous d'abord. Oui. Alexandre? Oui. Merci à vous trois, c'était vraiment très, très intéressant. J'aurais plusieurs questions, je suis tannant, mais je vais commencer avec une pour toi, Manu, Oui. qui est une question super difficile aussi, donc c'est correct s'il n'y a pas de réponse évidente, mais c'est peut-être pour D'accord. tout le monde aussi. C'est une question, je dirais, de stratégie politique. Je ne veux pas faire de parallèle maladroit entre le régime nazi des années 30-40 et l'extrême droite européenne contemporaine. Mais quand on voit la résurgence de ces idées, la normalisation de discours révisionnistes, négationnistes parfois, je vois aussi un parallèle dans le concept du camp, du mur, la déshumanisation peut-être qui s'est transférée de la figure du juif vers le migrant en Europe aujourd'hui. Mais c'est des choses qui sont encore, des discours qui sont encore entendus en fait. Qu'est-ce que le travail de mémoire autour de l'Holocauste peut contre ça? Est-ce que c'est utile ou parfois même peut-être participe à un déploiement de la haine contre cette mémoire-là? C'est quelque chose qu'on reproche beaucoup, le travail de mémoire identitaire aussi, la victimisation. C'est quelque chose qui est très critiqué. Donc, est-ce que tu vois le travail de mémoire comme utile, pouvant participer à ça, ou est-ce que peut-être d'autres stratégies sont nécessaires? C'est un peu cette idée-là sur laquelle je me questionnais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Eh bien, ça dépend. Qu'est-ce que tu voudrais dire par les stratégies comme... De lutte contre, je dirais contre la... pour être clair, en fait, le risque de reproduction sous d'autres formes, mais le fait que ces idées perdurent, finalement... c'est sûr que... Moi, je pars de la position, j'ai la posture d'une artiste un peu dans ce projet-là, donc je ne suis pas une historienne non plus, si on parle en termes de risque de reproduire des structures de violence, puis surtout mon projet aussi aborde aussi la question de comment produire une installation en fait qui peut aborder aussi ce travail de mémoire-là, tu sais. Puis, comment est-ce que je dirais... ça serait peut-être de réfléchir à comment est-ce que les structures expographiques peuvent éviter de reproduire un peu cette structure de violence-là, finalement, dans les musées, tu sais, parce qu'après les témoins, en fait, quand il n'y a plus de témoins, ce qui reste un peu, c'est un peu
l'architecture, les monuments, c'est les objets, puis tout ça, puis comment est-ce qu'on met en espace ou comment est-ce qu'on design un peu, comment est-ce qu'on met en espace ces idées-là à propos du travail de mémoire, puis comment est-ce qu'on le fait aussi de façon à ne pas reproduire des structures de violence, justement. C'est vraiment large, ma question, ma réponse, en fait. Mais, si je peux juste ajouter, en fait, ouais. ce qui m'a amené cette question, c'est le vol de la porte. Et on peut assumer seulement, mais c'est peut-être pas le cas du tout, mais on peut imaginer des groupes d'extrême droite ou des jeunes néo-nazis qui s'amusent à faire ça. On sait qu'il y a eu beaucoup de cas de désacration de cimetières, ce genre de choses. Donc, c'est comme si les lieux, ils ont encore un pouvoir de fascination vraiment fort, même pour des gens qui semblent s'opposer à ce que ça représente. Mais oui. bon, donc, s'ils sont comme utiles, peut-être, d'une façon. Oui, je comprends. Ben, moi, quand je suis allée visiter le site, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des... En fait, c'est que j'avais un sentiment assez fort d'isolement, en fait, avec moi-même, parce que je suis allée seule sur ce site-là, puis je suis retournée plusieurs fois dans la même semaine. Puis tu sais, j'avais pas de contact avec les autres gens, visiteurs autour de moi. Puis à un certain point, je me demandais, c'est qui ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils viennent visiter les sites, tu sais? Est-ce que ces gens-là se posent des questions éthiques? Est-ce que en fait ces gens-là pourraient peut-être éventuellement être des genres de fans finalement de ce régime national-socialiste-là, puis ils sont juste ici pour prendre des photos du site parce qu'ils sont fans de ça, tu sais. Puis ça me donnait vraiment les chills finalement de penser à ça. Puis finalement, j'avais comme pas de réponse à ça. Puis il y avait comme cette espèce de zone vraiment grise là dans le site, parce que si tu n'interagis pas avec les gens autour de toi, mais tu te retrouves vraiment dans cette position isolée là où tu n'as pas de réponse par rapport à c'est quoi la pensée des gens, puis c'est quoi leur réflexion éthique par rapport à leur rapport à cette histoire-là. J'ai pas vraiment de réponse. Ouais. Mais ouais, tu sais, je fais d'autres recherches aussi en ce moment sur le Soukan de Dachau qui s'appelle Halak, dans lequel mon grand-père a été aussi déporté pour du travail forcé avec la BMW, entre autres. Puis ce camp-là avait aussi plein de commandos de travail, dont entre autres une manufacture de porcelaine qui produisait des petites sculptures en porcelaine qui étaient extrêmement prisées des personnes haut placées dans le parti nazi. Puis ça, c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, il y a des sites Internet sur lesquels on peut acheter, en fait, ce genre de produits-là, d'œuvres, je ne sais pas comment appeler ça, mais puis ça se vend à un prix assez élevé aussi. Puis donc, moi, je navigue sur ce genre de site web-là, puis j'arrive pas à cerner, en fait, est-ce que ces gens-là ont une réflexion éthique par rapport à cette histoire-là qui transmettent sur ce genre de site-là, puis par rapport aux objets qu'ils vendent. Puis est-ce que les collectionneurs aussi ont des considérations éthiques par rapport aux objets qu'ils achètent? Donc, je ne sais pas, ça peut comme peut-être dessiner un parallèle aussi par rapport au site mémorial. Ouais. Ça fonctionne, oui. Oui, j'ai une question, je ne sais pas, c'est une remarque, c'est que quand j'ai vu cette présentation d'Emmanuel, puis ensuite vos présentations, Jennifer et Juliana, qui étaient autour de musées et de lieux sud-américains, j'ai vu une distinction entre le discours de la mémoire qui me semble extrêmement rigide en Allemagne, en Europe, et on a l'impression que l'État a mis la main là-dessus très rapidement et il est contrôlé par l'État et il est très peu performatif et dans l'affect, tandis qu'en Amérique du Sud, où on se retrouve avec divers musées où on a l'impression que la divergence, il y a une ouverture à la divergence d'opinion, d'approche.
Et je me demande si ce n'est pas une reproduction de cette structure dominant-dominé ou nord-sud, où après tout l'Holocauste s'est passé en Europe et quand même dans un État dominant, si vous voulez, ou des cultures dominantes, et que ces cultures-là ont peut-être plus rapidement font mainmise sur le discours du passé. Tandis qu'en Amérique du Sud, je ne vais pas généraliser, mais où c'est beaucoup plus compliqué, l'histoire est peut-être plus peut-être moins stable en apparence, où l'État est pas toujours... il y a quand même beaucoup de divergences à l'intérieur même de la gestion de l'État, où on a une plus grande possibilité de vues divergentes. Et je sais pas, je me pose la question si l'histoire en Amérique du Sud permet plus ce genre de divergence-là que l'histoire européenne en fait. Je vais avoir besoin d'un petit mouchoir désinfectant. Merci. Bien, si je peux commencer à répondre à une partie de la question, c'est que oui, effectivement, puis il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, notamment un auteur assez reconnu dans le domaine, James E. Young, qui a écrit 2 ouvrages assez complets sur le sujet, puis qui décrit même cette réponse-là à la façon dont l'architecture ou même comment est-ce qu'on construit les mémoriaux, comment même est-ce qu'on fait la médiation de cette histoire-là, de l'Holocauste en Allemagne, comment est-ce qu'elle est très nettoyée, si on peut dire, même pour faire référence au régime nazi, c'est qu'il y a une forme d'hygiénisme là, qui a été fait, puis il y a une forme de... je dirais pas minimalisme, mais il y a comme une forme puis ça, c'est une interprétation de l'auteur en soi, c'est que c'est peut-être dû à une forme de refoulement aussi de cette histoire-là d'héritage du bourreau, finalement. Donc, en Allemagne, la façon dont les mémoriaux sont construits, puis comment la médiation est abordée, est extrêmement différente de la façon dont c'est abordé, par exemple, en Pologne. Il y a une différence extrême entre le mémorial de Dachau puis le mémorial du camp de concentration de Auschwitz-Birkenau en Pologne. Oui. Donc, je sais pas si une de vous deux voudrait poursuivre. Je veux juste mentionner quelques éléments et peut-être encore une fois avec mon concept de patrimoine d'Ama, parce que ça permet aussi de voir que le discours hégémonique se trouve partout. Donc en Amérique du Sud, en Europe, il y a toujours des discours qui sont exclus par ces formes standardisées de mémoire. Donc, je n'irai pas à diviser comme dans le sud, on va pour les faibles, et dans le nord, on va pour les forts. En fait, non, en Amérique du Sud, les discours aussi aseptisés et nationalistes sont toujours en vigueur. Donc, je dirais plus que c'est une question de lutte politique pour la mémoire dans différents contextes, avec différentes relations de pouvoir, asymétrie de pouvoir. Et c'est sûr qu'on peut trouver des points en commun en Europe, parce que l'histoire, dans ces cas-là, est partagée. Et en Amérique du Sud, c'est plus différent. Par exemple, on trouve des conflits armés, des dictatures. Et c'est pas la même chose. La façon de faire mémoire, c'est pas toujours pareil. Même les mécanismes pour sortir sont différents, et comme Jennifer l'a mentionné. Donc, je pense qu'il y a toujours cette tension
dans n'importe quel site de mémoire, dans n'importe quel lieu de mémoire, il y a un discours, il y a d'autres qui s'effacent ou qui sont invisibilisés. Mais il y a toujours la place aussi à faire émerger d'autres discours. Et je pense par exemple au cas de l'Holocauste, les mémoires des communautés queer par exemple, ou des minorités handicapées n'étaient pas incluses dans ces discours très honorable du devoir de mémoire, mais on commence à peine à penser à ça. Donc je dirais que ça, c'est plus une question de lutte politique de la mémoire dans toutes sortes de contextes. Et qu'en tout cas, colombienne, c'est intéressant avec l'exemple que Jennifer mentionnait, dont je travaille aussi dans ma maîtrise de Voces, parce que c'est vraiment, et c'est pourquoi aussi je m'intéresse au patrimoine d'en bas, c'est parce qu'en voyant cet effort national qui rendait vraiment hommage à la façon de comprendre les conflits métaphoriques, donc on commence à avoir des espaces pour cette fluidité de discours d'en bas qui perce dans les politiques de mémoire officielles. Et c'est justement à cause de ça que je m'intéresse au patrimoine d'en bas, parce que j'ai peur que les initiatives de commémoration et grassroots ou communautaires soient vraiment reprises par les discours très honorables, encore une fois, de la politique de mémoire de la part de l'État, des réparations. Et donc, ça m'amène à penser autrement à des politiques de mémoire qui reconnaissent l'autonomie du patrimoine d'en bas, mais qui jouent aussi le rôle de rassembler la population autour des histoires. Donc, il y a aussi ces tensions à prendre en compte, et c'est le même cas en Europe. Et il faut avoir une certaine balance, ou au moins de regarder l'écosystème des commémorations au-delà de l'État, parce que ça permet aussi d'autres discussions. Donc, that feels. Anyway, Michelle, thank you very much for that question. It's very complex, and I guess if I could add a few thoughts to the already very thoughtful replies. First of all, I would say that Latin America, memory and human rights, they have a very particular relationship, and as Andreas Huyssen points out, it's a real challenge to address both from a memory perspective and a human rights perspective in the same institution, a difficult or a traumatizing past. So already the endeavor is incredibly complex. But I think there are several things to keep in mind. One is the distance, the temporal distance from a historical event that certainly makes a difference in the way we relate to it. And so there's been a very long tradition in developing Holocaust museums, for example, whereas the examples of the museums that I was showing in Latin America relate to far more recent events. But perhaps another dimension to take into consideration is the scale of the museum. So the difference between a community-minded museum and what it does and how it works on the ground, grassroots orientations, and a national museum. And I think there, the Museum of Memory in Bogota really is an incredible exception to the rule. But the example that I showed you in Chile, or even our own CMHR here in Canada, it's through art and that some of the difficult histories are addressed in these institutions on a different register from a documentary one. And I think that's a really important element of these works, because they can get at difficult histories, troubled histories, the exclusions in histories, but on a different register. The other element that I'd bring in is how for several decades in creating these memorial museums, there's often a
victim perpetrary binary that's established in the way narratives are told. And what is so interesting about the Museum of Memory in Bogota was there was a very deliberate effort to look at the structural mechanisms that enabled the armed conflict to exist and be perpetuated. I mean, you often refer to the different modalities of violence over the course of 60 years. And so it was a very different ambition in this particular museum, a national museum, but nevertheless trying to open up the way of thinking about the past, of addressing the past, and looking at the structural elements that enabled this armed conflict. So complex, a very complex question, but thank you for that. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une autre question? Ne soyez pas gênés. Je vais suivre avec une question. En fait, pour moi, il y a une distinction très importante entre vos différents cas d'études. Puis, c'est entre autres le fait que le musée de Dachau se trouve sur le lieu même où les atrocités ont été commises. Puis, dans vos cas, ce sont soit des musées itinérants ou des musées qui sont étatiques, puis qui se trouvent en dehors en quelque sorte, là, en dehors des lieux mêmes où la violence a été commise. Donc, j'aimerais savoir, en fait, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Manuel, je sais que pour toi, la contingence est importante dans le fait que tu as été présente sur le lieu, puis que était très importante dans ton projet, ta visite. Puis ça a un impact sur l'installation que tu as fait. Mais quels sont les enjeux qui sont au cœur d'une installation qui se trouve à même le site ou à distance? Puis, en parallèle, une autre question, c'est quoi faire avec des lieux comme le camp de concentration de Dachau qu'on veut détruire, que plusieurs personnes voudraient qu'il cesse d'exister. Donc, il y a toujours aussi, puis un peu cette dynamique avec les monuments qu'on souhaite détruire également. Là, mais bref, étant donné qu'il y avait cette distinction très, très clair entre vos cas d'études. Je voulais peut-être vous entendre là-dessus. Puis aussi, si vous voulez commenter sur les stratégies d'exposition qui sont utilisées dans ces espaces-là et leur distinction. Donc, c'est une grande question, mais... Oui, c'est une question multiple. Je vous laisse sauter. Ben oui, effectivement, le fait de se rendre sur un site où les événements historiques même sur lesquels on essaie de s'éduquer se sont passés, ben ça change vraiment l'expérience de la façon dont on va forger notre compréhension éthique de cette histoire-là, parce en tout cas, moi, je me suis demandé si j'allais trouver quelque chose en allant là. Donc, je ne sais pas encore si le mot performatif, c'est un bon mot pour décrire ça, mais je m'attendais peut-être un peu naïvement à trouver une certaine forme d'authenticité à l'histoire sur laquelle j'avais lu, puis sur laquelle j'avais entendu les événements dans des documentaires, des témoignages, puis entre autres le témoignage de mon grand-père. Puis il y a vraiment un décalage finalement qui s'est produit pour moi en arrivant sur ce site-là, parce que on trouve pas ça. On trouve pas ça, c'est vraiment autre chose aujourd'hui.
Puis il y avait vraiment cette dissonance-là. Je pense que dissonance, c'est vraiment le mot qui persiste dans mon vocabulaire pour décrire cette expérience-là du camp versus du mémorial, qui n'arrive pas à se rejoindre aujourd'hui. Puis ça se traduit beaucoup par les stratégies muséographiques, dont par exemple la reconstruction, qui pour moi est comme problématique finalement, puis qui est à la fois vraiment intéressante aussi, parce que c'est vraiment une impression d'authenticité, puis à la fois je suis un peu dérangée par ça, par ces stratégies-là, puis à la fois je comprends complètement pourquoi c'est fait, parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, parce qu'un site comme Dachau a eu de multiples identités à travers le temps. On voit que pendant la Première Guerre, le territoire était une fabrique de munitions, puis de poudre à munitions, puis tout ça. Puis après ça, c'est devenu un camp de concentration. Puis après ça, c'est ce qui s'est passé sur le camp de concentration vers la fin de la guerre. Les conditions de vie ont extrêmement changé aussi. Puis après la guerre, c'est devenu un camp de réfugiés. Puis à même ce camp-là aussi, il y a des Allemands qui ont été détenus pour pouvoir subir pas des interrogatoires, mais qui ont dû être jugés en fait devant des cours pour criminels de guerre, qui se sont passés sur le site même du camp de concentration. Donc, il y a énormément d'événements comme différents qui se sont passés sur ce site-là, qui fait en sorte que quand on dit le camp, mais c'est pas juste le camp ou le mémorial, c'est vraiment de multiples choses en même temps. Puis, ouais, je sais pas si ça répond probablement en partie à ta question. Je peux peut-être passer le... Oui. Parce que moi, je pense que c'est la façon justement muséographique et comment on délimite l'endroit qui détermine et qui a vraiment qui t'a amené à sentir cette différence. Parce qu'en fait, ces musées communautaires dont je parle sont situés dans les places même des massacres. C'est la communauté, c'est les places publiques où les massacres ont été perpétrés. Mais c'est justement de désacraliser l'endroit des violences et les dynamiser, les revitaliser avec les liens, la vie qui continue et la mémoire qu'on veut garder. Donc, on ne pense pas souvent à ces endroits comme des lieux de massacres, mais si tu poses la question à la communauté, ils vont te dire exactement c'est où. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent. Oui, ils gardent ça. Et il y a aussi des stratégies muséographiques parmi les groupes communautaires qui font ça, qui font des monuments, des mémorials. Mais c'est la façon dont on les présente qu'on finit par construire l'endroit. On peut même penser le territoire où les massacres se passent, c'est les corps des gens. Donc, là où il y a une victime, c'est la place de la violence aussi. Mais donc, c'est juste la façon dont on délimite les espaces et les présente. Et justement, les camps, ce n'est pas seulement les camps, c'est autour. Les marches de la mort sont passées autour. Et il y a des gens qui continuent à chercher des fosses communes, etc. Donc, ça parle aussi de la force de cette aura qu'on donne au lieu de mémoire qui nous empêche vraiment de voir d'autres choses qui sont autour ou de voir les choses qui continuent à être vivantes et non seulement l'atrocité. Emmanuel, you used the term authenticity and in your reply, and I was thinking what I really appreciate in your work, in your piece, is how you restore intimacy to memory work, to the labor of memory work. To quote Elizabeth Yellin, I mean, there are so many ways to approach the work of memory. Of course, there's no single one, but
what I appreciate is in restoring intimacy, you ask people to stop, to slow down, to reflect. And I was reminded while listening to you of a visit that I made specifically in Berlin to the Jewish Museum. So I went to Berlin to visit the Jewish Museum. And I remember thinking, I'm arriving from a youth hostel, it's a contemporary bustling city. How do I shift from the quotidian into the posture appropriate for this duty of memory, to circle back to Ricoeur, to engage in what this museum has to offer. And certainly architecture, this is, many of you may know this museum, this was Daniel Libeskind's first work of architecture. He was 50 when he built it. It was his first piece of architecture, but it uses a very particular form of architecture to enhance a sensorial relationship with the building. And so beyond museography, there's also the role of architecture and beyond sight in the way we relate with violent pasts. So if I had a piece like yours, I think at the entrance to that museum, that would have gone a long way in helping make that transition, I think, towards and to engage in the kind of memory work that I wanted to be doing there. So I'm aware of time, and I know everyone wants to go have dinner, maybe. Maybe there's time for one last question. French or English? You have questions for yourselves, or I have a question otherwise, but just want, make sure I don't cut someone who has a question there. What is yours, Julia? It's a big question too, so I don't know if I want to. But I mean, I think when I think Jennifer, when you were showing the museum in Paraguay, one question that came to mind was, staging. Yes. And the difference between staging and display. So that's a very broad question, but it felt really present, and of course, when I think we're trying to recreate an experience and we're on site, and so I know that you could answer very largely on that, but maybe if you have a one sentence answer to that, or you want to do something, a little brief comment on the particularities or thoughts on that. Yeah, I certainly couldn't answer it in one sentence, but I'm reminded of when I started looking at the museography of memorial museums. One of the first that I visited was actually the USHMM, the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington. And that is an overwhelming experience. It too has a metaphorical architecture, and then Ralph Appelbaum has done the museography, and by sheer scale, it's an overwhelming experience to visit this museum. And so you don't necessarily look at every single object on display carefully or read every single label. And I mention this because there is, and this is where I came up with the term of narrative history museums. This is when I was doing my PhD work, because within this museum, you have both authentic objects and then stand-in objects. And if you're not paying attention, you won't necessarily note the difference. And I mean, it's a bigger philosophical question, is that important or not? Because it all comes together in order to tell a certain story. And we're not going to go there tonight, but I think it addresses the question that you're asking, is the role of exhibition design in the way we narrate the past, and the use of both authentic objects and stand-ins in order to tell a larger story, and how we do that. And again, you started this evening's presentation talking about questions of ethics, and this is a very important ethical question. But
it is something that we see in certain museums. Oui, peut-être en rapport au design d'exposition aussi. Oui, c'est que je me suis posé la question aussi, comme d'autres chercheurs qui ont écrit sur le sujet par rapport notamment à l'Holocauste, puis tout ça, puis à la façon de designer des expositions pour ces sujets-là. Souvent dans les mémoriaux, on va voir peut-être des designs ou des matériaux qui sont utilisés qui sont extrêmement dispendieux. Puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'utiliser des matériaux qui sont extrêmement dispendieux pour essayer de transmettre une histoire qui est extrêmement violente finalement. Donc, est-ce que c'est pas de refaire violence aussi à ce sujet-là dont on essaie de transmettre les questions éthiques? C'est notamment une question qui était posée dans des articles que je lisais, en fait, sur l'évolution du design d'exposition, de l'exposition permanente du mémorial de Dachau, qui est un design de modernisme tardif et fonctionnel. Donc, c'est des vitrines, puis c'est des vitrines en verre, c'est des structures en acier, puis c'est des matériaux qui deviennent assez coûteux, finalement. Puis on parle peut-être d'une exposition qui coûte quelques millions de dollars, tu sais. Puis qu'est-ce que ça veut dire aussi dans le choix des matériaux, dans le choix du type de mise en scène aussi pour représenter cette histoire-là du camp où des gens vivaient dans des conditions de vie exécrable, finalement. Ouais. C'est un bon point. OK, mais... dernière question. Désolée, Manu, j'ai manqué ta présentation au début. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais je me demande ce serait quoi, si tu avais des réflexions à propos de un design d'exposition éventuellement qui, au lieu de, comme tu l'expliques, faire violence et retraumatiser les populations, les victimes, pourrait être informé sur le trauma. Puis aussi, quel serait l'espace qu'on pourrait donner aux objets créés par les victimes. Je connais un peu l'histoire et de ton grand-père et de son cheminement dans les camps. Alors, voilà, je me demandais c'était quoi peut-être l'espace qu'on pourrait donner à ces objets qui ont été créés par les victimes, dont ton grand-père. Je pense que ma réponse va être informée par vraiment une position personnelle parce que j'ai pas, tu sais, comme je suis allée en 2019, puis j'étais censée y retourner une deuxième fois. Moi, je peux pas dire qu'après une fois, en ayant été en contact avec 2 personnes dans les archives, je peux vraiment me prononcer sur c'est quoi un peu la politique là, globale et du fonctionnement global et du cheminement décisionnel de ce camp-là. Mais dans mes recherches, je pense que l'idée revenait souvent que il faut dire d'abord qu'il y a toujours eu des survivants qui ont été sur les comités pour créer les expositions, puis tout ça, dans l'évolution de l'exposition de Dachau, par exemple, avec des historiens et des employés du mémorial. Donc, les survivants font encore partie du processus. Ça, c'est très important. Après ça, la place, peut-être qu'au niveau, au niveau du design, la question, ça serait plus, est-ce qu'on laisse les décisions du design d'exposition juste à des firmes de design, qui designent des trucs pour des entreprises commerciales et des mémoriaux, ou on fait appel peut-être aussi à des artistes visuels, qui auraient une vision peut-être un peu plus détournée un peu de considérations qui sont fonctionnalistes finalement. Donc,
Ça, c'est une opinion que j'ai, c'est un avis que j'ai lu notamment dans mes recherches, puis que je trouvais plutôt intéressante parce que il y a une intégration des œuvres d'art à l'architecture du mémorial, mais en ce qui concerne, par exemple, le design des structures expographiques du site historique ou de l'exposition, c'est pas quelque chose qui a nécessairement été fait. Alors, je pense que là-dessus, on va mettre fin à cet événement, mais merci beaucoup, Emmanuel, Jennifer et Maria Juliana. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous d'être venus. Puis je vous dis à la prochaine.